Bonjour à tous, je suis Sophie Pouvreau, juriste à la FNOGEC. On vous accueille aujourd'hui pour un webinaire participatif dans le prolongement en fait de la web-série que vous avez proposée sur l'énergie et plus particulièrement de l'épisode 1 où on vous avait proposé plusieurs petites capsules vidéo pour vous aider à comprendre le dispositif éco-énergie tertiaire, à comprendre les saisies sur Opérate. Et donc, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui est d'aller un peu plus loin, en fait, dans les cas d'assujettissement les plus complexes. Il va être co-animé avec deux personnes que vous connaissez déjà, vu que vous avez dû les voir sur les capsules vidéo. Ça sera Gwenaël Jean, qui est associé fondateur de la société Géon, et sa collaboratrice Alexandra Leclerc, directrice de projet ingénierie, donc également chez Géon. Dans un premier temps, on a étudié au sein d'un petit groupe les cas qui nous sont remontés d'assujettissement un peu complexes. Donc, dans un premier temps, on va plutôt vous proposer des cas avec des réponses aux différentes questions qu'on a pu avoir. Et dans un second temps, vous pourrez poser vos questions en direct. Comme vous l'a précisé Marine en amont de l'ouverture de cette réunion, à l'heure actuelle, vos micros sont coupés. Pour prendre la parole, donc en fin de réunion, vous pourrez activer avec la main, lever la main, et on pourra donc à ce moment-là vous donner la parole. Vous pourrez également poser vos questions directement dans le fil de la discussion dans le cadre des questions-réponses. Donc on essaiera au mieux de répondre à l'ensemble de vos questions. Si toutefois on n'avait pas le temps, notamment, on reviendra vers vous. Il y aura toujours possibilité de compléter les réponses apportées. Donc je passe tout de suite la parole à Gwenaël. Bonjour à tous, merci pour votre participation à cette présentation. Comme l'indiquait Sophie, l'idée c'est de vous repréciser quelques éléments types pour faciliter les cas d'assujettissement à ce dispositif éco-énergie tertiaire. Et puis ensuite, puisque pour l'instant on est un nombre de participants raisonnable, on va dire, on pourra donc entamer des discussions. Alexandra et moi-même, nous pourrons directement réagir. Et puis Alexandra, tu pourras évidemment ne pas hésiter à réagir aussi si jamais parfois je dis des choses qui ne seraient pas tout à fait exactes. Déjà, effectivement, vous avez peut-être dû voir ça dans les capsules, mais on le rappelle de manière générale. Il faut se rappeler, comme son nom l'indique, qui dit décret tertiaire dit tertiaire. Les espaces typiquement inclus dans cet assujettissement sont des espaces qui ont donc un usage tertiaire. Alors, parfois on se pose la question, est-ce que je dois inclure une chapelle? Si c'est une chapelle qui n'est plus utilisée pour le culte, qu'elle est utilisée pour autre chose, évidemment, elle a un usage lié à l'école, donc elle est inclue. On a aussi, par exemple, pour les questions comme est-ce que je dois inclure un centre équestre? Il fait partie des catégories éligibles au décret tertiaire, donc il est inclus. Les éléments d'internat également, les gymnases, salles de sport également, et puis aussi donc les salles de travaux pratiques qui font partie intégrante du dispositif. Par contre, dans certains cas, il y a des exclusions possibles, et donc les exclusions sont assez restreintes, il y en a pas 50. On peut avoir des exclusions pour des établissements à usage agricole, dans la mesure où ce ne sont pas des activités tertiaires, l'agriculture. Les lieux de culte, donc ils sont vraiment spécifiquement exclus car utilisés pour le culte, les chapelles. Les constructions provisoires, elles sont également exclues. Alors normalement, le principe d'exclusion d'une construction provisoire, c'est parce que c'est une construction qui est soumise à un permis de construire précaire. Donc dès lors qu'il y a d'autres constructions, même modulaires, mais qui sont soumises à des permis de construire classiques, elles sont incluses. Si on a ensuite des cuisines centrales qui sont gérées par un prestataire qui lui-même va gérer sa propre consommation énergétique, on peut éventuellement l'exclure aussi. Mais par contre, voilà, si c'est la cuisine qui est gérée par l'établissement scolaire ou pour lequel les factures d'énergie sont gérées par l'établissement scolaire, c'est bien inclus. Ensuite, tout ce qui va être logement de fonction, tous les éléments de logement sont considérés comme du résidentiel. Les lieux résidentiels ne font pas partie de cette réglementation.
Donc voilà, ça c'était pour la partie introductive sur les espaces typiquement exclus ou inclus. Et puis, aujourd'hui donc, on rentre directement dans le vif du sujet, hein, évidemment pour les personnes éventuellement qui n'auraient pas, qui découvriraient un peu le sujet, n'hésitez pas à reconsulter les capsules qui sont à votre disposition, les capsules vidéo. Mais donc, là, pour rentrer directement sur des sujets, plus spécifiques, on a souvent, cette question qui remonte de savoir, combien en fait on doit faire d'entités fonctionnelles assujetties. Cette notion d'entité fonctionnelle assujettie, EFA, c'est un petit peu, bah, vraiment la façon dont on, regarde, le périmètre, décret tertiaire. Dans, la grande majorité des cas, cette entité fonctionnelle assujettie correspond à un établissement ou un SIRET. Normalement, l'ADEME et le ministère, demandent, qu'il y ait, pas plus de lorsqu'on a un établissement, un SIRET associé, on ne peut pas avoir, plusieurs établissements, plusieurs entités fonctionnelles assujetties avec le même SIRET à différentes adresses. Et il faut se rappeler que, donc on a ensuite on aura une attestation éco-énergie tertiaire avec ce système de feuilles, orange et puis ensuite dans le nombre de feuilles vertes, une attestation par entité, fonctionnelle assujettie. Donc, le rappel, comme écrit, sur cette slide, un SIRET doit correspondre à un établissement qui peut être donc principal ou secondaire, puisque quand, on déclare, des sirènes sur la base INSEE, c'est 6 chiffres et après, il y a donc une extension liée, à cet établissement qui peut être donc soit principal, soit secondaire. On peut créer, plusieurs SIRET. L'ADEME indique, qu'on ne peut pas avoir en principe, 2 entités fonctionnelles assujetties avec le même SIRET, mais à des adresses différentes, pour la simple et bonne raison que, normalement, bah, un SIRET correspond à une adresse, donc on ne peut pas, en principe avoir, des SIRET, qui auraient des EFA qui auraient des adresses différentes. Et néanmoins, lorsque, on va avoir un SIRET, qui peut, être, lié à une adresse, à un site qui s'étend sur plusieurs bâtiments et éventuellement avec des parcelles, distinctes, bah, là, on peut quand même se dire qu'il est possible de faire des regroupements pour la simple et bonne raison qu'il y a une logique de site, qui est, indiquée dans ce décret tertiaire, qui consiste à dire que, bah, évidemment, on va pas avoir un SIRET par bâtiment, hein. On a un SIRET par rapport à un établissement. Un établissement parfois déborde, sur une parcelle, il peut être sur plusieurs parcelles. Parfois, il y a un morceau de l'établissement qui va être, sur une parcelle de l'autre côté de la rue et donc on a bien une logique de site, qui existe dans de nombreux cas. Et donc dans ce cas-là, on peut avoir donc une entité fonctionnelle assujettie, un EFA. Il correspond à un site et ce site contient plusieurs bâtiments et ces bâtiments peuvent être sur des parcelles, distinctes. Après, quand l'éloignement, commence à devenir important et surtout quand il n'y a plus de lien vraiment fonctionnel, entre, des bâtiments. Par exemple, si, effectivement on a, une zone qui est l'état du secondaire et puis, une autre zone qui est vraiment, un établissement primaire, bon, bah, forcément là, on va commencer à être sur une logique de sites différents. Donc on va un petit peu plus rentrer, aujourd'hui sur ces situations pratiques qui parfois, ne sont pas donc, strictement, tranchées, par la réglementation parce que, bah, on peut avoir dans certains cas le choix entre déclarer, plus ou moins d'entités fonctionnelles assujetties. Il faut aussi, se ramener à une logique de bon sens et de praticité pour que derrière le suivi, se fasse, de la façon la plus aisée, pour chacun d'entre vous. Je je précise que Sophie et Alexandra pourront me couper s'ils souhaitent rajouter quelque chose, hein. Hem, alors on va avoir ce type d'exemple, aujourd'hui. Donc par exemple, des bâtiments qui sont séparés par une rue. Donc, une partie lycée, qui est donc, sur une zone, sur une adresse principale et puis une autre, partie, école primaire qui est un petit peu plus loin, à une ou 2 rues. Hem, il peut éventuellement être, plus simple de considérer un EFA, s'il y a, un lien fonctionnel entre les bâtiments. Parce qu'on pourrait être dans une situation d'un seul et unique établissement scolaire et s'il y a éventuellement un seul SIRET sur tout l'ensemble,
Néanmoins, s'il y a une séparation qui existe entre ces établissements, s'il y a un lien fonctionnel qui n'est pas tout à fait explicite et en particulier s'il y a des SIRET, qui sont différents, en plus là avec 2 rues d'éloignement, 2 adresses qui sont différentes, ce sera beaucoup plus simple de traiter, 2 entités fonctionnelles, séparées. Donc on fait cet élément de réponse parce qu'on sait qu'il peut être parfois, délicat de demander à des établissements de créer, différents SIRET, donc ça dépend un petit peu des situations de chacun et ce sera plus simple pour vous forcément si, vous essayez de rattacher, les notions de FA, aux notions de SIRET. Sachant qu'il n'y a pas de définition juridique aujourd'hui pour la notion de site. Il y a une définition juridique très claire pour la notion d'unité foncière, hein. Si vous avez un îlot avec des parcelles qui sont complètement accolées, là, évidemment, les choses sont relativement claires. Mais effectivement, quand on commence à avoir des bâtiments qui sont, de l'autre côté d'une rue ou d'une autre de 2 rues, on est éventuellement là dans une logique qui va être sujette à interprétation. Alors pour, montrer cet exemple, là, donc on a numéroté des exemples un petit peu, types. Là, on est donc sur le cas, d'un établissement qui a un lycée hôtelier, un restaurant, des cuisines, un bar. Il a aussi, sur une parcelle accolée, des bureaux, une administration, un internat, un gymnase non chauffé et une chapelle. Donc là, on est bien sur une logique de site, hein. Il y a plusieurs bâtiments, ils sont dans la même unité foncière. Ce sont plusieurs parcelles, mais donc ils sont dans une logique d'unité foncière. L'ensemble est assujetti, sauf la chapelle, puisque là, on est sur un lieu de culte. Les locaux qui seraient, éventuellement, non chauffés, comme là, un gymnase, ils sont éclairés, ils sont aussi, soumis au décret tertiaire, donc ils sont bien déclarés. Et donc là, dans ce cas, on a un lycée qui a un SIRET. On peut déclarer, simplement une entité fonctionnelle assujettie pour l'ensemble. C'est le dispositif qui peut être le plus simple en termes de saisie. Donc même sur un site qui peut paraître très complexe parce qu'il y a, pas mal d'équipements internes, et différents, usages, restauration, cuisine et cetera. Peut rester sur une seule entité fonctionnelle, assujettie et puis à l'intérieur, quand vous ferez les déclarations chaque année, il y aura la saisie des différentes catégories d'activités qu'il y a, à l'intérieur de cet établissement, donc des salles d'enseignement, des salles de restauration, des cuisines, des bureaux, un internat et aussi un gymnase. Toutes ces catégories sont saisies après, à l'intérieur de cet établissement. Dans ce deuxième exemple, donc on a, sur une parcelle, un lycée avec plusieurs bâtiments, de l'autre côté de la rue, une salle polyvalente et encore un autre élément de l'autre côté de la rue, une salle d'évolution sportive. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a des petites subtilités qui ont été intégrées, notamment, on voit une salle polyvalente, qui fait moins de 1 000 m², hein, 600 m², et une autre salle d'évolution sportive, qui fait, 450 m². Donc forcément, là, on voit que si, on a, le souhait de séparer, complètement les choses, si on avait différents SIRET pour chaque, élément, un SIRET pour le lycée, un SIRET pour la salle et pour les différentes salles, on pourrait avoir différentes EFA. Le problème, c'est que, cette salle évolution et cette salle polyvalente, ils font moins de 1 000 m², donc on pourrait se dire qu'on les exclut, du dispositif des critères tertiaires. C'est éventuellement le cas aujourd'hui, mais l'ADEME et le ministère, disent: «Attention, le décret tertiaire, ce dispositif est un outil pédagogique aussi. Le seuil, d'assujettissement pourrait diminuer dans les années à venir». Donc dans une logique, je dirais bon élève et une logique de pertinence, il pourrait être recommandé sur ce type d'exemple, alors chaque exemple peut être différent, mais là sur un exemple comme celui-ci, il pourrait être de recommander quand même d'avoir un raisonnement global, à l'échelle d'un site. Donc notamment en plus si on a un seul SIRET, un lycée avec un SIRET et que ces salles, cette salle polyvalente, cette salle d'évolution sportive servent le lycée, donc il y a un lien fonctionnel évident entre le lycée et ces salles, ça paraît assez logique, de justifier de par ce lien fonctionnel qu'on est sur une notion de site, globale et donc qu'on est assujetti, qu'on a une entité fonctionnelle assujettie. Donc c'est pour montrer un exemple qui est un petit peu nuancé, mais voilà, l'ADEME souhaite inciter à la notion de bon sens par rapport à ce dispositif.
Un autre exemple va être dans la situation où on peut avoir des objets qui vont être locataires de certains bâtiments et propriétaires et occupants d'autres bâtiments. Alors, il faut savoir que cette notion d'entité fonctionnelle assujettie, dans EFA, il y a le terme entité. Donc, il faut néanmoins savoir que donc, quand on est locataire, voilà, on considère d'abord d'une part l'entité de site, hein, comme on l'a évoqué, donc un site, un usage. Donc, quand on est sur une entité fonctionnelle, on va cocher qu'on est, lorsque le GEC est locataire, preneur à bail ou occupant. Ça, c'est une chose, donc on a un EFA pour ce SIRET. Et après, lorsqu'on a aussi un autre bâtiment pour lequel l'OGEC est propriétaire, bah, on serait dans un cas aussi d'EFA à créer, où l'OGEC serait propriétaire occupant. Donc là, la recommandation serait de saisir entre 2 et 3 entités fonctionnelles assujetties, parce qu'il y a des statuts d'assujettissement différents. Aussi là, parce qu'il peut y avoir des adresses différentes. Donc, même chose, reprendre les SIRET qui sont données avec les adresses, identifier si éventuellement il y a besoin de demander à des créations de SIRET complémentaires. S'il y a un lien fonctionnel évident, on peut essayer de rapprocher les deux EFA dans lesquels le GEC est locataire. Ça dépend un petit peu de leur distance aussi, mais bon, il faut forcément, par rapport à ce lien fonctionnel, essayer de simplifier les choses. Néanmoins, dans le cas où un objet qui est propriétaire, en principe, il doit aussi être assujetti et donc créer une entité fonctionnelle dans laquelle il est propriétaire et occupant, puisque là, le statut est différent. Un autre exemple, l'exemple numéro 4, donc d'un OGEC qui va être gestionnaire sous un seul SIRET de l'ensemble d'un groupe scolaire. Donc, il y a un collège qui fait 2000 m², un lycée qui fait 3000 m², avec une adresse principale. Et puis, de l'autre côté de la rue, il y a une école de 600 m², dans laquelle le GEC est locataire, une salle d'évolution sportive de 450 m². Donc là, lorsqu'on est dans une situation, comme on évoquait, un OGEC gestionnaire sous un seul SIRET, on peut accepter qu'il y ait une seule entité fonctionnelle s'il y a un seul SIRET. Ça peut paraître cohérent si on a, voilà, comme on disait, ce lien fonctionnel. Néanmoins, je rappelle, comme on l'a évoqué sur l'exemple juste avant, que si il y a des créations de SIRET et s'il y a d'autres OGEC pour la partie école, bon, bah, à ce moment-là, on peut couper, séparer et donc avoir une entité fonctionnelle pour la partie collège-lycée et une autre entité fonctionnelle pour la partie école. Et après, la salle d'évolution sportive, bah, choisir si on la rattache à l'une ou l'autre des entités. Pour donner un 5e exemple, donc lorsqu'un OGEC va être gestionnaire sous un seul SIRET de l'ensemble du groupe scolaire, alors là, on vous laisse mettre dans une situation néanmoins où si les deux écoles, d'un côté maternelle et l'autre primaire, commencent à être assez éloignées, alors le débat peut encore persister entre l'ADEME, le ministère et puis d'autres organismes. On commence à être un petit peu embêté par rapport à la notion de site, hein, parce que l'éloignement peut devenir quand même un petit peu important. Normalement, la réglementation demanderait quand même d'avoir 2 SIRET. C'est ce que demande la loi. Donc, on serait quand même dans une logique de créer 2 entités fonctionnelles assujetties. Ça commence à être un petit peu difficile de justifier une notion de site, alors que l'éloignement commence à être on peut considérer néanmoins qu'il y a une tolérance qui existe, et puis sans doute peut-être des précisions du ministère à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça paraîtrait quand même plus simple de rester sur 2 entités fonctionnelles séparées, puisque bon, elles commencent à être un petit peu éloignées, même si elles sont sur la même commune. Alors, Je par voulais contre, juste préciser oui, juste une chose, voilà, parce qu'effectivement, il va y avoir peut-être des questionnements. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'attestation qui va être délivrée sur le site Opérat, elle va se faire par entité fonctionnelle. Donc, si vous voulez contrôler l'atteinte de votre objectif par rapport à une adresse géographique, vous allez avoir tout intérêt à créer un SIRET, même si effectivement,
Et vous allez peut-être que l'utiliser sur Opéra parce que pour la gestion du personnel, vous allez peut-être rester sur le fonctionnement antérieur du premier SIRET utilisé. Donc voilà, en fait, ça va vraiment dépendre de votre cas de figure personnel. On ne peut pas traiter tous les cas. Ça dépend un peu de l'organisation de votre établissement et le lien effectivement qu'il y a entre les deux établissements scolaires, entre par exemple l'élémentaire et la maternelle, ou entre le collège ou l'école, et effectivement la distance géographique. Donc voilà, on ne peut pas donner de réponse tranchée à l'ensemble des cas. Je repasse la parole à Gwenaëlle. Oui, merci Sophie. Alors évidemment, lorsqu'on commence à avoir des établissements qui sont sur des villages un petit peu plus éloignés, même si parfois il peut y avoir une direction centralisée, une direction d'école unique, mais voilà, plusieurs installations, on doit voilà, quand même là rester sur une entité fonctionnelle par école. Donc là, dans le cas précis, deux entités fonctionnelles, puisque forcément on n'est plus sur la même commune. Et puis là, pour donner un autre exemple, donc là, on est un peu l'inverse, dans la situation d'un groupe scolaire qui a pas mal de SIRET en fait. Donc voilà, l'association dispose de plusieurs établissements, donc 4 SIRET. Bon, déjà, donc on voit en haut sur une première parcelle détourée en bleu, qui paraît logique d'avoir une entité fonctionnelle pour cet établissement primaire. Et puis après, donc sur l'unité foncière détourée en vert, en bas, on voit donc un collège, une cantine et une maternelle. Alors, c'est souvent, voilà, dans ce genre de cas, peut être plus intéressant quand même de creuser un petit peu plus ce qu'il en est exactement. Si on crée donc en tout 4 entités fonctionnelles assujetties, une par SIRET, donc un peu sans réfléchir, on se retrouverait quand même avec peut-être des petits soucis de manipulation de données parce que il faut saisir des consommations énergétiques, hein, c'est toujours cette logique du décret tertiaire, il faut saisir des consommations énergétiques pour chaque entité fonctionnelle assujettie, c'est-à-dire qu'il faudra faire 4 fois chaque année, 4 fois des saisies de consommation énergétique. Or, dans les faits, il est possible que ce collège, cette cantine et cette maternelle, peut-être qu'ils sont les mêmes points de livraison d'énergie, qui partagent des chaufferies, voilà, qui ont des consommations qui sont mutualisées. Donc, dans cet esprit-là, il faut essayer de se rappeler néanmoins qu'il faut essayer de privilégier quand même une approche qui soit assez simple dans la durée. Si là, on a un point de livraison unique pour le collège, la cantine et le maternel, ce sera quand même plus facile dans la vie, dans les années à venir, de saisir une seule entité fonctionnelle assujettie. Après, voilà, si par exemple c'est juste la maternelle qui est à part et que la cantine est rattachée au collège, bon, on pourrait avoir éventuellement trois entités fonctionnelles, une entité école primaire, une entité collège plus cantine et une autre entité maternelle. Là, je n'ai pas mis nécessairement les détails, hein. C'est pour montrer aussi que voilà, il y a le côté administratif d'un côté, SIRET, lien fonctionnel, qui est important. Après, il y a le côté parcelle, je dirais, enfin, unité foncière et éloignement entre les établissements. Et puis, dernière chose, il y a un côté évidemment praticité qui est que on doit saisir derrière des consommations, donc il faut pas forcément chercher à démultiplier les entités fonctionnelles assujetties. Là, dans ce cas précis, donc on a plusieurs SIRET, il y en a peut-être qui ne sont pas utilisées d'ailleurs. Donc la logique ne va pas forcément être de saisir 4 entités fonctionnelles assujetties. Il faut aussi regarder éventuellement si les consommations sont centralisées. Et puis donc là, un dernier exemple qui est un exemple directement issu de la FAQ qui est sur le site de l'ADEME, le site Opéra, et donc qui donne un exemple d'établissement public où on a une logique aussi de séparation avec des unités cadastrales différentes. Un collège et son espace de stationnement dans la zone orange, des logements de fonction et un gymnase dans la zone en vert, et puis une cantine du collège qui est au-dessus. Et donc, on est dans une logique aussi qui est qu'il y a une certaine ouverture de leur part. Alors déjà, sur là, le premier exemple qui est lié au bail amphithéotique, le bail amphithéotique, c'est des cas aussi qui peuvent arriver. Il faut savoir que la FAQ, le dispositif, considère qu'on est presque propriétaire, hein, quand on a ce bail amphithéotique, donc on est nécessairement soumis.
Ça, c'est important. Et puis, donc, là aussi, il y a cette logique de lorsqu'il y a un sous-comptage, c'est-à-dire une consommation disponible pour, certaines, voilà, pour certains bâtiments, effectivement, on peut, assez simplement, le séparer comme une entité fonctionnelle à part entière. Et c'est bien écrit dans cette FAQ aussi, s'il n'y avait pas eu de sous-comptage, il aurait pu être considéré qu'il s'agit d'un même site avec le collège et sa cantine pour éviter la mise en place de sous-comptage. Donc ils ont aussi dans une logique, comme ce qu'on vient d'évoquer, de pragmatisme qui consiste à dire, bon, bah, effectivement, après, il ne faut pas se rajouter de la complexité en termes de suivi. Donc quand on a des consommations à disposition, bah, c'est assez facile de reporter ces consommations par entité fonctionnelle. Si on a par contre enfin, des consommations très globales et qu'on ne peut pas forcément avoir le détail, bon, bah, il ne faut pas faire trop d'entités fonctionnelles. Il vaut mieux essayer de regrouper les choses à l'échelle d'un site, puisqu'on a les consommations de manière globale à l'échelle du site. Voilà pour les éléments de présentation en introduction. J'espère que ça vous a déjà éclairé sur un certain nombre de choses. Et puis, donc, on va pouvoir entamer des échanges si vous le souhaitez. Donc, vous avez à votre disposition soit la possibilité d'écrire directement vos questions dans le module questions-réponses ou dans en cliquant sur le bouton conversation. Et sinon, vous pouvez directement lever la main si vous avez directement si vous souhaitez vous poser vos questions par oral. On peut peut-être déjà, le temps que chacun prenne la parole, reprendre les questions, notamment liées au SIRET qu'il y a eu dans le fil de discussion. Donc, la première, donc si j'ai un SIRET égale une FA, comment fait-on pour 2 SIRET, un pour le collège, un pour le lycée, avec un SIREN identique sur un même site? Adresse unique, avec un même compteur. Donc là, Donc, effectivement, avec un compteur unique, on pourrait effectivement saisir une EFA unique, hein. Donc on choisit un des 2 SIRET et on fait la saisie d'un seul EFA.